Bonjour, on va faire maintenant le corrigé du contrôle de lecture sur le site Cuisinière pour les 3e A, donc c'était un sac de billes. Le premier exercice consistait à remettre dans l'ordre les événements du livre. Donc ça commence par Monsieur Joffo, donc le père de Joseph et Maurice, qui raconte tous les soirs des histoires aux enfants, et notamment sa propre histoire, quand lui, enfant, a traversé l'Europe pour échapper aux pogroms de l'Europe de l'Est. Donc les pogroms, je ne sais pas si vous en avez entendu parler en cours d'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nazis n'ont pas inventé l'antisémitisme, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien et qui était très répandu en Europe de l'Est. Et en fait, en Russie et dans tous les pays d'Europe de l'Est, les Juifs étaient persécutés bien avant Hitler et les nazis. Il y a eu des massacres, ce qui a amené beaucoup de Juifs d'Europe de l'Est à fuir leur pays pour rejoindre notamment la France. Et c'est le cas de Monsieur Joffo, qui enfant en fait a parcouru l'Europe pour arriver à Paris où il a trouvé refuge. Et donc, quand il voit que la situation devient dangereuse pour ses enfants aussi, et de nouveau pour les Juifs en France, et ben, il demande à ses enfants de faire la même chose, et donc de quitter Paris. Donc, Joseph et Maurice partent tous les deux traverser la France pour rejoindre leurs deux frères aînés qui sont installés à Menton, qui est une petite ville à côté de Nice, à la frontière italienne. Donc, ils prennent d'abord le train, et en fait, à l'arrivée du train dans une ville proche, dans une petite ville, je crois que c'est Dax, mais je suis plus sûre, proche de la ligne de démarcation. Mais en fait, beaucoup de gens ont sauté du train pour éviter justement les contrôles de la Gestapo. Et les deux garçons se retrouvent donc dans le train, vont bientôt être contrôlés. Mais ils n'ont ils n'ont pas de passeport, puisque sur leur passeport c'était écrit qu'ils étaient juifs, et donc du coup ils n'ont pas de passeport et risquent de se faire arrêter. Et ils sont sauvés en fait par un coup de chance incroyable, par un prêtre qui est là et qui en fait leur vient en aide. Et quand ils se font contrôler, le prêtre dit que les deux garçons sont avec lui et profite justement de son aura de prêtre. Un prêtre ne ment pas, donc le soldat allemand qui fait les contrôles n'ose pas remettre en question la parole d'un prêtre et du coup laisse tranquille les deux garçons. Et donc ça que j'aime bien aussi dans ce livre, c'est de voir la façon comment souvent en fait Joseph a échappé à la mort de peu, de pas grand chose. Il, il doit en fait sa vie à la générosité de plein de gens qu'il ne connaissait pas, dont il a croisé le chemin et qui en fait ont pris des risques pour sauver sa vie. Donc ils franchissent tous les deux la ligne de démarcation, on en reparlera dans une question suivante, euh, pendant la nuit, et ils rejoignent leurs deux frères à Menton, puis ces deux-là, puis ils vont tous rejoindre leurs parents à Nice. Puis la situation à Nice devenant elle aussi dangereuse, puisqu'il n'y a plus de zone libre, et puis Nice n'est plus sous contrôle italien, mais passe du coup sous occupation allemande, et les nazis s'installent à Nice. Les enfants sont cachés dans une sorte de colonie de vacances qui s'appelle Moisson Nouvelle à Golfe-Juan. Et c'est là qu'ils rencontrent d'ailleurs un personnage qui leur sera utile, puisqu'ils utiliseront l'histoire d'un des garçons qui se trouve en colonie de vacances pour échapper, enfin pour passer les interrogatoires de la Gestapo. Et puisqu'ils vont se faire arrêter, là aussi, par un gros coup de malchance, puisque Ferdinand, un des animateurs de la colonie de vacances, va à Nice donc avec la camionnette pour récupérer de la nourriture. Et Maurice et Joseph l'accompagnent en pensant justement pouvoir profiter de cette journée à Nice pour avoir des nouvelles de leurs parents, essayer de les voir, parce que leurs parents sont cachés dans un appartement à Nice. Et en fait, Ferdinand va dans un endroit et se fait arrêter parce qu'en fait c'est une souricière, c'est un endroit où on fabriquait des faux papiers, et donc cet endroit a été trouvé par la Gestapo. Et dans ces cas-là, ce que fait la Gestapo, c'est que en apparence, rien ne change, et comme ça, tous les gens qui se rendent à cet endroit vont tomber dans le piège, pensant se rendre chez quelqu'un qui peut leur fournir des faux passeports, des fausses pièces d'identité.
et en réalité, ça leur permet d'arrêter beaucoup plus de monde. C'est ce qu'on appelle, voilà, du coup, une souricière. Et donc du coup, Ferdinand rentre là-dedans, ne sort pas. Maurice va voir ce qui se passe, ne sort pas non plus. Et Joseph, il va aussi. Donc c'est comme ça qu'ils se font arrêter. Euh, et mais donc on en reparlera dans une autre question. Ils arrivent donc à être libérés. Et alors en fait, après plusieurs péripéties, Joseph et Maurice décident de se séparer pour éviter d'attirer l'attention sur eux. Et il se retrouve, Joseph, à travailler chez Monsieur Mancelier, Ambroise Mancelier, qui est libraire, et donc il est coursier. Ça veut dire qu'en fait il s'occupe de faire les livraisons. Voilà, c'est un peu l'homme à tout faire de la maison. Et quand à la Libération, il peut enfin rentrer chez lui à Paris, et le livre se termine sur ça, c'est-à-dire qu'il voit ses deux frères dans le salon de coiffure, mais son père n'est plus là, et il comprend que son père a été arrêté et déporté, et qu'il est mort, qu'il ne reviendra jamais. Alors le sac qui accompagne les deux garçons s'appelle une musette. Alors c'est un synonyme de besace et sacoche. C'est une petite question piège, mais le nom c'est la musette, et là aussi c'est un symbole fort de ce livre, comme le sac de billes, on en reparlera à la fin, parce que la musette, justement, quand il revient à Paris à la fin du livre, il pose enfin sa musette, et c'est vraiment le signe que ça y est, cette épreuve est finie, cette fuite perpétuelle, voilà, de toujours être sous la menace, de toujours devoir mentir, de toujours devoir se cacher. Voilà, le fait d'être toujours sur la route, de toujours être prêt à repartir et à devoir reprendre la fuite, tout ça c'est terminé. Maintenant il est rentré chez lui, et il peut poser sa musette, et il n'en aura plus besoin. Donc Henri et Albert, ça tout le monde le savait, c'est leurs grands frères, les deux grands frères. Le travail donc de leur père et de leur grand frère aussi, c'est coiffeur. D'ailleurs, dans le livre, on voit qu'à un moment, un des deux frères va libérer je ne sais plus si c'est deux parents ou seulement sa mère, qui se sont fait arrêter. Et c'est grâce au fait d'être coiffeur qu'il arrive à convaincre le responsable du camp de libérer et tout ça, parce que le responsable est désespéré, un peu comme nous en confinement, de ne pas pouvoir avoir une coupe correcte, et donc du coup il lui fait une belle coupe, et donc en échange voilà, de ce geste, le responsable libère. Alors j'ai un doute là, je ne sais plus, je me dirais que c'est sa mère, mais ça se trouve c'est ses deux parents, je ne sais plus. Au tout début du livre, justement, on voit donc comment ça se passait pour un enfant d'aller à l'école et tout ça. Et en fait, le récit commence justement sur une nouvelle étape de la stigmatisation et de la persécution des Juifs. Au tout début du livre, les deux enfants font une blague à leur père et à deux agents de la Gestapo, puisqu'en fait, sur tous les magasins, sur toutes les vitrines des magasins ou des artisans juifs, il y avait un panneau indiquant que c'était un magasin juif, ou une entreprise juive. Et donc les deux garçons voient passer deux soldats, et ils se disent ah ouais, eux, à tous les coups, ils cherchent un coiffeur. Et ils se mettent en fait devant la vitrine, devant le panneau qui indique que c'est un endroit juif, et donc les deux agents de la Gestapo passent devant, ne voient pas l'affiche, ne voient pas la pancarte, et donc rentrent dans ce salon de coiffure. Et là, vous imaginez, vous avez lu le livre, c'est pour ça que tout le monde se tait, parce que dans le salon de coiffure, tout le monde est juif, et donc voir rentrer ces deux agents de la Gestapo qui sont responsables quand même des persécutions des juifs et qui commencent à arrêter des gens, ça met quand même une drôle d'ambiance. Et donc après avoir coupé les cheveux, le père leur dit que en fait ils sont dans un magasin, enfin dans un endroit juif, que tout le monde ici est juif, et donc ça casse un peu l'ambiance. Et donc ça fait beaucoup rire les deux garçons d'avoir amené deux agents de la Gestapo se faire couper les cheveux chez un coiffeur juif. Mais bon, on voit que en fait rapidement ce genre de blague va mal tourner, et que ça va devenir vraiment dangereux pour les juifs. Et donc notamment, une des stigmatisations, c'est de porter l'étoile jaune sur sa veste. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la couverture, on en reparlera. Et ce qui est intéressant, c'est justement ce contraste
le titre joue là-dessus, entre l'imaginaire de l'enfant et ce qu'il est à cette époque-là, à savoir un enfant pour qui voilà, ce qui compte c'est ses billes et jouer dans la cour avec ses copains, contraste avec la dureté et la violence de la réalité. Et donc son copain Zerati, qui n'est pas trop au fait justement de l'actualité politique et de ce qui se passe, lui quand il voit l'étoile jaune, il fait pas le lien avec cette histoire de juif, il trouve juste que ça ressemble à une médaille, donc il trouve ça beau, quoi, et il est admiratif. Et donc il lui demande d'échanger son étoile contre un sac de billes. Donc on en reparlera à la fin du contrôle du titre et de cette allusion, de cette petite anecdote en fait que Joseph Joffo a choisi de garder pour son titre. Quand ils arrivent enfin à franchir la ligne de démarcation, ils sont en fait, ils doivent payer un garçon qui est à peine plus âgé qu'eux, et Joseph s'attend voilà, à une sorte de frontière gardée par des miradors, des barbelés, peut-être même un mur, des soldats qui font des rondes, etc. Et en fait, il est déçu parce que d'une certaine façon, il n'y a pas de soldats allemands. Il faut juste traverser une forêt. Donc là, il y avait deux réponses à cocher. Et ils arrivent voilà, de l'autre côté de la forêt, dans une grange d'un fermier qui, et on le voit, ces gens qui mettaient à disposition, qui aidaient comme ils pouvaient les juifs. Et donc là, c'est un fermier qui met à disposition sa grange pour accueillir les transfuges juifs qui passent la ligne de démarcation par là et leur permettre de passer la nuit ici avant de reprendre leur route. Et quand Maurice, lui, qui est un peu plus âgé que Joseph, voit que en fait c'est très facile de faire passer la ligne de démarcation, c'est comme ça qu'il a l'idée de gagner de l'argent, parce qu'ils ont dépensé tout leur argent pour prendre le train et pour passer eux-mêmes la ligne de démarcation. Ils en ont plus pour continuer leur périple. Et donc malgré voilà, un peu le mécontentement de Joseph quand il en prend ça, parce que forcément, c'est sûr que il profite du désespoir des gens qui sont prêts à tout, qui sont prêts à payer très cher pour passer les lignes de démarcation. Et d'une certaine façon, ils ont pas, comme Maurice lui explique, ils n'ont pas vraiment le choix s'ils veulent continuer leur voyage. Ils ont besoin d'argent, et ça, c'était un moyen facile de faire de l'argent. Allez, je fais une pause et on reprend avec une deuxième vidéo.